Nous sommes en l'an 479 avant notre ère. Sur une plage près de Salamine, la mer rejette des morceaux de bois calcinés et des boucliers brisés. Le sable est noir de cendre. L'air a le goût du sel, de la fumée et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, quelque chose de faux. La flotte perse a disparu, brûlée, éparpillée, détruite. La Grèce a gagné. Ceste ce que diront les poètes. Ceste ce qu'ils graveront dans le marbre et chanteront dans les banquets pendant 2000 ans. Mais sur cette plage, il y a un autre bruit. Un bruit que personne ne mettra dans les épopées. Des cris. Pas les cris de combat, pas ceux de l'adrénaline et de la gloire. Ce sont des cris aigus, bruts. Des cris qui arrachent sur la gorge jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le souffle et la terreur, et la certitude que personne ne viendra. Ces cris viennent des collines, d'une ville de tentes qui se tend sur des kilomètres le long de la côte. Des milliers d'abris de toile alignés comme les voiles d'une flotte fantôme. Ce ne sont pas des casernes, ce sont des enclos. Et dedans, il n'y a pas de l'aile or, pas de terre. Il y a des femmes, les filles d'Athènes, de Corinthe, de Mégare, des filles qui ont vu leur père mourir dans les rues, des mères qui ont caché leurs enfants dans des citernes et des jarres en priant pour qu'ils meurent en silence plutôt que d'être trouvés. Des femmes qui pensaient que voir leur ville brûler était la pire chose possible. Elles se trompaient, parce qu'elles sont encore en vie. Et ce que Xerxès et ses commandants vont leur faire dans les mois qui suivent, n'est pas de la pitié. Ce n'est même pas une simple cruauté. Le monde antique avait un mot pour cela, un mot que nos livres traduisent par esclavage, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé à ces femmes documentées dans les tablettes administratives perses mentionnées dans des témoignages grecs et visibles dans les os retrouvés dans des fosses communes près de Sardes était systématique, calculé, conçu non seulement pour punir la Grèce, mais pour l'effacer de l'intérieur. La question n'est pas de savoir si tu peux supporter cette histoire. La question est de savoir si tu acceptes de te souvenir pendant que le reste du monde célèbre la victoire grecque. Xerxès Ier n'était pas seulement un roi. Il était l'incarnation vivante d'un empire qui se tendait de l'Indus à la mer Égée. Un empire qui ne conquérait pas seulement par les armes, mais par un système. Un système si efficace, si profondément enraciné qu'il fonctionnait comme un second gouvernement. Ce système portait un nom, le système du harem. Mais ce mot ne dit pas la vérité. Ce N n'était pas un lieu de plaisir. Ce N n'était pas une fantaisie orientale. C était un instrument politique. Et surtout de produire la génération suivante d'administrateurs au sang mélangé. Des enfants loyaux à la Perse et non aux terres de leur mère. Quand Xerxès envahit la Grèce en 480, il n'amena pas seulement des soldats, il amena aussi des scribes, des administrateurs, des hommes dont le travail n'était pas de se battre. Leur travail était de noter quelle ville était tombée, quel village avait résisté, qui était mort et surtout qui pouvait être pris. Les filles étaient la priorité. Pas par sadisme, mais par stratégie. Xerxès avait compris quelque chose que peu de concurrents avaient compris. Tu ne détruis pas un peuple seulement en tuant ses hommes, tu le détruis en prenant ses filles, en faisant en sorte que la génération suivante parle ta langue, prie tes dieux, et oublie jusqu'au nom de la ville de leur mère. Quand l'armée perse se retira après Salamine et Platée, plus de 40 000 femmes et enfants grecs avaient déjà été absorbés dans le système administratif perse. 40 000. Beaucoup furent envoyés à Sardes, à Suse, à Persépolis. Certains devinrent domestiques. D'autres, surtout les jeunes et les filles de familles nobles, entrèrent dans le système du harem royal. Pas pour ce que tu imagines. Pour l'intégration. La plage de Phaléron, au sud d'Athènes, est 469. Les Perses se retirent, mais pas à vide. Les civils grecs qui n'ont pas fui sont traités. C'est le mot utilisé, traités. Comme du grain, comme du bois, comme du bétail. Un homme supervise. Artabazos. Son nom apparaît chez Hérodote et sur des sceaux administratifs retrouvés à Persépolis. Il ne regarde pas la guerre. Il regarde la récolte. Ceste, ainsi que les Perses appelaient cela. La prise de rendement. Les femmes sont séparées, puis triées par âge. Les moins de 12 ans dans un groupe. Elles seront élevées en servantes. On leur apprendra le perse, lentement, jusqu'à ce que les mots grecs pour mère et maison deviennent étrangers. Les femmes de plus de 30 ans sont envoyées au camp de travail, en Thrace, en Phrygie, là où la vie se mesure en saisons, et celle entre 13 et 25 ans. Ce sont elles qu'Artabazos examine lui-même. Une fille est tirée de la file, elle vient de Mégare, 16 ans peut-être. Ses vêtements sont déchirés. Elle ne résiste pas. Pas parce qu'elle est docile, mais parce qu'elle a déjà compris. Sa mère crie.
Un soldat perce la frappe, pas pour la tuer, pour qu'elle regarde, car le système fonctionne aussi ainsi. Tu ne prends pas seulement les filles. Tu fais comprendre aux mères que toute résistance est inutile. La fille est conduite dans une tente, à elle intérieure un scribe. Il ne regarde pas son visage. Il regarde ses dents, ses mains, sa posture. Il note âge, taille. Toutes les filles prises sur les côtes grecques ne furent pas envoyées directement vers l'Est. Certaines, oui, mais beaucoup furent gardées pendant des semaines, parfois des mois, dans des camps le long de la côte d'Asie mineure, officiellement des centres de transit. En réalité, des lieux de transformation. Les Perses avaient appris quelque chose de fondamental dans leur précédente conquête. Si tu prends une femme et que tu la mets immédiatement au service, elle résiste. Elle espère. Elle croit que sa famille va payer une rançon, que sa cite va négocier, que les dieux vont intervenir. Mais si tu la brises d'abord, si tu lui enlèves son nom, sa langue, son identité, alors elle s'intègre. Elle ne pense plus à fuir, elle pense à survivre. Ces camps n'étaient pas des prisons. Ils étaient des écoles de déshumanisation. Des milliers de femmes y furent parquées sous la surveillance de soldats et d'administrateurs. Les jours étaient rythmes par des exercices. Apprendre à marcher comme une Perse, à s'incliner comme une Perse, à parler perse, à préparer la nourriture perse, à porter les vêtements perses, chaque jour sans exception. Celles qui résistaient étaient affamées. Celles qui obéissaient recevaient un peu plus de nourriture, un peu moins de coups. Pas par gentillesse, par conditionnement. La survie devenait une récompense, la douleur une correction. Et celles qui résistaient, trop. Il existe une fosse commune près de Sardes, fouillée en 1958. Elle contient plus de 300 corps de femmes datant du début du 5e siècle avant notre ère. Les os montrent des signes de malnutrition, de coups, de fractures mal soignées. Les archéologues ont noté un détail étrange. Presque tous les crânes étaient orientés vers l'ouest. Comme si même dans la mort, elles essayèrent de rentrer chez elles. Ces camps n'avaient qu'un but, effacer la langue, effacer les souvenirs, effacer l'idée même qu'il avait existé une autre vie avant. Un fragment d'inscription grecque du IVe siècle raconte l'histoire d'une femme nommée Cliéque de Corinthe. Elle avait 13 ans quand elle fut prise, elle survécut. Des dizaines d'années plus tard, elle revint en Grèce et laissa une pierre près d'Olympie. Elle y fit graver ceci. « J était Clique, fille de Nicodémos. Ils m'ont prise l'année du feu, ils m'ont donné un autre nom. Jaï servit 16 ans dans la maison du cousin du roi. Quand ils m'ont libéré, j'avais oublié les hymnes que ma mère me chantait. Je suis venu ici pour me souvenir. Cette pierre se souviendra pour moi. 16 ans, et elle avait oublié les hymnes. Ce n'est pas de l'esclavage. C'est une annihilation culturelle. Vers la fin de l'an 479, la première vague de captives grecques arrive à Suse, le cœur administratif de l'Empire perse. Pour une fille venant d'un village grec, la ville est irréelle. Des colonnes plus hautes que n'importe quel temple d'Athènes, des jardins remplis de fleurs sans nom grec, l'air sans l'encens et des épices inconnues. Et au centre de tout cela se trouve le complexe du palais royal. C'est ici que le mythe du harem rencontre la réalité. Le harem perse n'est pas un lieu de plaisir, c'est une institution politique. Les tablettes de fortification de Persépolis, qui ont survécu parce qu'elles ont été cuites par l'incendie, quand Alexandre a brûlé la ville, décrivent le système. Les femmes étaient divisées en catégories. En bas, les servantes. Au-dessus, les concubines. Au sommet, celles destinées à porter des enfants à des nobles perses. Le but n'était pas le plaisir. Le but était l'intégration. Les enfants nés de mères grecques et de pères perses seraient élevés comme perses, mais avec assez de sang grec pour servir d'intermédiaires, de traducteurs, d'administrateurs dans les territoires conquis. C était du colonialisme génétique. Toutes les filles n'arrivaient pas à ce stade. Une tablette babylonienne de l'an 477 mentionne une fille nommée Thalia, 15 ans. Elle refusa de s'intégrer. Elle fut envoyée dans une unité disciplinaire. Le document précise ce que cela signifie. Travail force dans les ateliers de tissage du palais. 14 heures par jour, ration minimale, aucun contact avec d'autres Grecs. Elle a tenu 8 mois, cause du décès, épuisement. Mais certaines ont survécu. Et ce qui leur est arrivé est parfois pire que la mort. Il existe une lettre préservée dans les sables de Bactriane, traduite dans les années 70. Elle est écrite par une femme nommée Roxane, un nom grec qui signifie « lumière ». Elle est écrite à sa sœur en Thessalie. La lettre date d'environ l'an 470. Elle dit « Je vais bien. Jaï a pris la langue. Jaï a pris les prières. Elle, intendant du roi, m'a prise comme seconde épouse. J'ai donné naissance à un fils.
Il est beau, il a tes yeux, mais il ne saura jamais ton nom. Ne viens pas me chercher. Je ne suis plus celle que je t'ai. Je ne suis plus celle que je t'ai. Cette phrase est le cœur de tout. Roxane a survécu. Elle a été nourrie, logée, élevée en statut. Elle a eu un enfant, et en échange, elle a donné à l'Empire un fils qui grandira perse. Qui ne saura jamais que sa mère priait autrefois Athéna? Qui ne chantera jamais les berceuses de Thessalie? C'est était qu'à la stratégie, pas le massacre. Le massacre crée des martyrs, des chants, des légendes. L'assimilation crée le silence. Toutes ne sont pas restées en Perse, très peu, mais quelques-unes sont revenues. Dans les décennies qui suivirent, les guerres perses, quand les cités grecques retrouvèrent une certaine stabilité et que le contrôle perse se relâcha, une poignée de femmes revinrent vers l'Est. Certaines furent libérées par des maîtres devenus indifférents. D'autres furent rachetées par des familles désespérées. Quelques-unes réussirent à fuir. Mais ce qu'elles trouvèrent en revenant fut pire que ce qu'elles avaient imaginé, car la Grèce qu'elles avaient quittée n'existait plus pour elles. Il existe une inscription découverte à Érythrée datant d'environ l'an 460 avant notre ère. Elle raconte l'histoire d'une femme nommée Harmonia. Elle était partie captive 12 ans plus tôt. Elle revint à 28 ans avec un enfant. Un garçon à moitié perse âge d'environ 6 ans. La cité refusa de lui rendre son statut. Sa propre famille refusa de la reprendre. La raison est écrite clairement dans les archives de la ville. Elle avait été souillée par le contact barbare et avait enfanté un fils de sang mélangé. L'accepter aurait été accepter l'ennemi. Elle et son fils furent chassés. L'inscription S arrêtait là. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ce genre d'histoire ne correspondait pas au récit héroïque. La Grèce avait gagné la guerre. Athènes devenait le centre de la démocratie, de la philosophie et des arts. Les poètes chantaient les batailles. Les sculpteurs gravèrent le marbre. Personne ne voulait parler des filles revenues brisées, ni de celles qui ne revinrent jamais. Un historien nommé Théopompe, écrivant au IVe siècle avant notre ère, mentionne brièvement ces femmes. Il les appelle les femmes silencieuses. Des survivantes de la captivité perse qui vivaient en marge, incapables de se réintégrer, incapables de raconter ce qui leur était arrivé. Il écrit qu'elles traversèrent l'agora comme des ombres. Personne ne les voyait. Elles avaient été prises, et bien qu'elles soient revenues, elles étaient encore absentes. Puis avec le temps, on cessa même de les nommer. Quand Hérodote écrit ses histoires, au milieu du Ve siècle, il se concentre presque uniquement sur les batailles, les stratégies et la gloire de la résistance grecque. Il mentionne les captives en une seule ligne. Beaucoup de Grecs furent pris, et avec le temps, certains revinrent. C'est tout. Une ligne pour des dizaines de milliers de vies. Mais la terre se souvient. Dans plusieurs régions de Grèce, les archéologues ont découvert des tombes de femmes datant de cette période, avec des signes étranges. Malnutrition prolongée, traumatismes osseux, et dans certains cas, traces d'accouchement très précoces. Près de Elle, ancienne. Thèbes, une tombe contenait le squelette d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. À côté d'elle, une petite tablette d'argile avec une inscription simple. Je suis fille de personne, je suis mère de personne, je suis elle oubliée. Que ceci marque que j'aille exister. Pas de nom. Rien d'autre. Alors pourquoi cette histoire compte? Parce qu'elle ne parle pas seulement de Xerxès. Elle parle de ce que font les empires quand ils comprennent que l'arme la plus efficace n'est pas le glaive mais le silence. Xerxès a perdu militairement. Sa flotte a brûlé à Salamine. Son armée a été battue à Platise. Sur le papier, la Grèce a gagné. Mais si on compte autrement, si on compte les filles prises, les identités effacées, les mères qui ont passé le reste de leur vie à regarder vers l'Est, alors la victoire devient floue. Ces femmes ne sont pas mortes en héros. Elles ne sont pas devenues des martyrs. Elles ont disparu dans la machine administrative d'un empire. Elles ont reçu de nouveaux noms. Elles ont enfanté des enfants qui ne sauraient jamais d'où venait leur sang. Et la Grèce les a laissés disparaître parce que ce souvenir aurait signifié admettre que la victoire avait un prix qu'on ne pouvait ni graver dans le marbre, ni chanter dans une épopée. Cela aurait signifié reconnaître que les empires ne conquièrent pas seulement des terres, mais des lignées, des langues et des futurs. Des générations plus tard, Plutarque écrivit que nous nous souvenons des batailles et des généraux, mais que le prix de la guerre est toujours payé par ceux que nous ne nommons pas. Les filles de la Grèce ont payé ce prix non avec leur mort, mais avec leur effacement. Et le plus terrifiant est que cette stratégie a fonctionné. En 2 générations, des milliers de descendants de captifs grecs servaient dans l'administration perse par les perses et gouvernaient parfois les terres de leur mère. Le projet de Xerxès ne cesse pas arrêté avec sa défaite. Il a continué silencieusement, bureaucratiquement,
jusqu'à ce que la frontière entre vainqueur et vaincu devienne floue. Et c'est ce qui arrive quand on ne raconte pas les histoires des femmes laissées derrière. Elles ne disparaissent pas seulement de l'histoire, elles disparaissent de l'existence, ou presque, parce que 2500 ans plus tard, on lit encore des tablettes, on traduit encore des pierres, on découvre encore des tombes anonymes, et tant que quelqu'un lit ces traces, le silence n'est pas total. Ce qui est arrivé aux Phibes de la Grèce après les guerres perses n'est pas seulement une tragédie individuelle. C'est une leçon sur la manière dont les empires gagnent même quand ils perdent. Militairement, Xerxès a été vaincu. Sa flotte a été brûlée à Salamine. Son armée a été écrasée à Platès. Les poètes ont chanté la victoire. Les statues ont été dressées. Les temples ont été construits. L'histoire officielle a retenu l'image d'une Grèce libre, triomphante, sauvée par ses hoplites et ses stratèges. Mais pendant que les hommes gravèrent leurs exploits, dans la pierre des dizaines de milliers de femmes disparaissaient dans les registres administratifs d'un empire étranger. Elles ne sont pas mortes sur un champ de bataille. Elles n'ont pas donné à la Grèce de martyrs héroïques. Elles ont simplement cessé d'exister en tant que Grecques. Et c'est exactement ce que voulait Xerxès. Un massacre nourrit la mémoire, l'assimilation tue la mémoire, la vraie victoire perse ne devait pas se voir, elle devait s'étendre lentement à travers les générations. Dans les décennies qui suivirent la guerre, les enfants nés de mères grecques et de pères perses remplirent l'administration achménide. Ils parlaient en perse, ils priaient les dieux perses, ils gouvernèrent parfois des territoires qui avaient autrefois appartenu à leur mère. La Grèce n'était pas seulement battue sur les cartes, elle était digérée dans le sang. C'est ce que les tablettes administratives révèlent quand on les lit sans le filtre du mythe. Des rations allouées à des femmes identifiées comme ioniennes, des listes d'enfants marqués comme nés de captives, des transferts de jeunes femmes entre provinces comme on transfère du bétail ou du grain. Rien de spectaculaire, rien de dramatique. Juste une bureaucratie qui efface des peuples un formulaire après l'autre. Et ce qui est le plus troublant, c'est que ce système ne cesse pas arrêté avec la Perse. Les Romains, elles, ont perfectionné. Les empires coloniaux, elles, ont reproduit. Les systèmes esclavagistes modernes en ont réutilisé les méthodes. Briser les familles, effacer les langues, renommer les corps, transformer des êtres humains en ressources reproductives et administratives. Ce que Xerxès a fait en Grèce est devenu un modèle, un manuel non écrit du pouvoir impérial. Et à chaque fois, l'histoire officielle raconte les batailles et oublie les femmes, les fosses communes près de Sardes, les tombes anonymes en Grèce, les tablettes de Persépolis. Tout cela raconte une autre histoire. Une histoire où la victoire ne se mesure pas en territoire conquis, mais en identité effacée, en mémoire remplacée, en lignée reprogrammée. C'est pour cela que ces femmes sont dangereuses pour les empires, même après leur mort, parce qu'elles prouvent que la civilisation peut être sophistiquée, brillante, cultivée et pourtant totalement monstrueuse. Les mêmes mains qui écrivaient des traités de philosophie et construisaient des palais administraient aussi des systèmes de destruction humaine d'une précision clinique. La leçon est inconfortable. Elle nous force à regarder notre propre monde, à reconnaître que la technique, le progrès, la culture ne garantissent rien, que la barbarie peut porter des vêtements élégants et parler plusieurs langues, et que les pires crimes sont souvent ceux qui ne font pas de bruit, ceux qui se cachent dans des formulaires, des registres, des procédures. Les filles de la Grèce ne sont pas mortes dans la gloire, elles sont mortes dans le silence, ou pire, elles ont vécu dans le silence. Et si nous racontons encore leur histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour rouvrir des blessures anciennes. C'est pour rappeler une chose simple. Tant qu'il y aura des empires, il y aura des tentations de fasser des peuples sans les tuer. Tant qu'il y aura du pouvoir, il y aura des machines administratives capables de transformer des vies en chiffres. Et tant que nous ne nommerons pas ces victimes, elles continueront de mourir une seconde fois. Dans Elle oublie. Ce documentaire existe pour refuser cet oubli, pour dire que ces femmes ont existé, qu'elles avaient des noms des chansons des mères et des dieux, et que même si leurs bourreaux ont essayé de les effacer, elles sont encore là, dans la terre, dans les tablettes, dans les pierres. Et maintenant dans ta mémoire, car le dernier pouvoir d'un empire est le silence, et le dernier acte de résistance est de se souvenir.